Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce rendez-vous virtuel de l'Observatoire de l'action communautaire autonome. Donc aujourd'hui, notre rendez-vous virtuel portera sur l'autonomie des organismes et des regroupements d'ACA et plus particulièrement sur la définition et les facteurs d'influence de l'autonomie. Donc, l'Observatoire de l'ACA, c'est un projet de recherche-action qui a été créé en 2020 et qui est en cours d'incorporation comme organisme par et pour l'action communautaire autonome. Alors, ce projet sur l'autonomie, c'est donc le deuxième projet de recherche de l'Observatoire de l'ACA et on avait différents objectifs qui se sont traduits en trois grands volets. Alors, la première chose, c'est qu'on se demandait c'est quoi l'autonomie? On en parle beaucoup, mais on n'a pas forcément une définition commune. Donc, l'idée, c'était de proposer une modélisation de l'autonomie, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ensuite, on se posait aussi la question, à quoi ça sert finalement l'autonomie? Pourquoi est-ce que c'est une revendication aussi forte justement? Donc on s'est intéressé, on a fait une recherche exploratoire sur, les bénéfices de l'autonomie et donc ça, c'est, des résultats qui vont être présentés dans les prochains mois. Et le dernier volet, donc, qui avait pour objectif de documenter les déploiements de l'autonomie au quotidien sur le terrain au sein des organismes est en cours de collecte. Donc, on vous invite à aller remplir notre enquête qui est disponible encore quelques semaines. Alors la méthodologie, là je vous parle seulement de la méthodologie du volet sur la modélisation, donc la définition et les facteurs d'influence. On a à la fois lu tous les textes qui avaient pu, la plupart des textes qui portaient sur le sujet de l'autonomie, il y en a quand même beaucoup dans les dernières années et dernières décennies. Donc, on a fait une revue de littérature qui va être aussi disponible pour le public dans quelques semaines. 83 textes qui ont été analysés, qui proviennent portions à peu près égales de regroupements d'actions communautaires ou du milieu académique. Et le restant provient du gouvernement, d'organismes, de fondations, etc. On a aussi fait un sondage, fait parvenir un sondage en ligne à différents organismes et regroupements au Québec l'automne dernier et on a reçu donc 163 questionnaires et ça veut dire 163 définitions de l'autonomie, j'y reviendrai. On a organisé 5 groupes de discussion avec 40 personnes qui venaient d'organismes de regroupement ou de collectifs citoyens de partout au Québec, majoritairement des coordinations de ces organismes-là. Et je tiens aussi à souligner et à remercier le comité d'encadrement dont les travaux depuis le début du projet permettent de présenter les résultats qu'on vous présente aujourd'hui. Et aussi au niveau des groupes porteurs, donc l'Observatoire a été créé par le RQAK et la TNCDC. Donc on a eu différentes consultations, que ce soit au niveau des membres ou des équipes de ces deux groupes-là et quelques collaborations aussi avec d'autres projets de recherche qui sont liés de près ou de loin avec la thématique de l'autonomie. Donc, merci aussi à tous les organismes et les regroupements qui ont justement répondu à l'appel pour les groupes de discussion, qui nous ont envoyé des documents, etc. Ok, alors pourquoi on a voulu parler d'autonomie et creuser cette question de l'autonomie? C'est que tout d'abord, c'est une revendication, mais aussi c'est un principe de l'action communautaire autonome, donc depuis ses débuts. Et c'est une revendication qu'on qualifie souvent d'historique. On pourrait identifier les premières inquiétudes en fait en matière d'autonomie aux années 1980, très liées à la relation avec l'État, avec le gouvernement du Québec. Mais on a vu qu'au fil des décennies, cette revendication, les défis ont évolué. Donc la revendication est toujours actuelle, même en 2023. Et on le voit notamment par le nombre de personnes qui participent à des rencontres comme aujourd'hui, au nombre à l'intérêt qu'on voit par rapport à notre projet, mais aussi beaucoup de documentation qui se fait dans les dernières années, donc des inquiétudes qui évoluent mais qui sont toujours présentes. Et c'est aussi l'autonomie, le premier fondement de la politique de reconnaissance de l'action communautaire, donc du gouvernement du Québec en 2001. Donc c'est un des principes clés qui balise les relations entre l'État et les organismes communautaires. Ceci dit, il y a des enjeux d'application, on pourra y revenir.
Et pourquoi l'autonomie aussi? Parce que c'est finalement quelque chose dont on parle beaucoup, mais c'est une notion quand même vague, avec des interprétations assez différentes. Donc, qu'on soit un organisme communautaire ou qu'on soit un bailleur de fonds, par exemple, ou entre les bailleurs de fonds et aussi entre les organismes et les regroupements au sein même du mouvement, il y a des interprétations différentes de ce qu'est l'autonomie. Donc, l'idée, c'était pour nous d'essayer de développer cette compréhension commune-là. Par contre, on parle spécifiquement de l'autonomie des organismes et des regroupements, mais pas des individus. Donc, pour ça, je vous invite à aller consulter le rapport de recherche qui a été publié récemment. Il y a aussi un site internet sur l'autonomie des destinataires des interventions de l'action communautaire. Donc ça, c'est un autre projet. Et nous, on s'est vraiment intéressé à l'autonomie organisationnelle. Et on a vu qu'au niveau des organismes et des regroupements, finalement, on propose une même définition, même si leurs rôles sont différents et leurs enjeux peuvent être aussi un peu différents. Et on s'est intéressé aussi à l'autonomie du mouvement communautaire en tant que tel. Alors pourquoi l'autonomie, c'est pour qui en fait? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? C'est aussi rappeler que l'autonomie, c'est pas une fin en soi, donc qu'elle permet de protéger le caractère unique et alternatif du mouvement de l'action communautaire autonome au Québec, notamment dans sa dimension de transformation sociale. Et c'est pour ça aussi, comme je vous disais plus tôt, qu'on a un volet de recherche qui s'est intéressé plus spécifiquement aux bénéfices, justement, qu'est-ce que ça apporte l'autonomie pour les membres, pour les populations rejointes, pour les équipes et pour la société québécoise dans son ensemble. Donc ça, ce sera le cahier qu'on va diffuser prochainement. Pour finir ce préambule, c'est important aussi de nommer que l'autonomie, ce n'est pas alors un acquis, on l'a déjà abordé, mais ce n'est pas non plus la négation des rapports de pouvoir et des influences. Donc l'autonomie, c'est pas agir en vase clos, c'est pas nier justement qu'il y a des influences et des contraintes très très fortes. Et justement, dans ce projet, on voulait essayer d'identifier ces influences, donc à la fois les influences négatives et positives, mais donc voir comment on exerce son pouvoir démocratique dans un contexte de rapport de pouvoir et d'influence. L'autonomie, ce n'est pas non plus l'absence de balises, donc on n'est pas en train de dire que le principe de reddition de comptes est incompatible avec l'autonomie, pas du tout, mais c'est vraiment de voir comment les balises externes peuvent refléter une relation de confiance plutôt que de contrôle, et aussi comment prendre en compte les balises internes qui existent déjà au sein des organismes. On voulait aussi insister sur le fait que ce qu'on présente aujourd'hui, ce n'est pas du tout une injonction ou un modèle prescriptif. Il y a justement différentes disparités ou des positions différentes en fait en matière de notre compréhension de l'autonomie. Mais là, nous, ce qu'on propose à l'Observatoire, c'est vraiment un outil de réflexion et d'échange dans le mouvement. Et le dernier point, c'est que l'autonomie, ce n'est pas seulement les critères de l'action communautaire autonome. Alors évidemment, on s'inscrit dans notre modélisation, on s'inscrit dans ces critères-là, mais l'idée, c'était d'aller au-delà des critères qui balisent vraiment le financement au niveau du gouvernement du Québec. Donc, nous, on voulait aller au-delà de ces critères et avoir une compréhension un peu plus exhaustive de la notion d'autonomie en tant que telle. Alors, donc après cette introduction, donc on va présenter la définition de l'Observatoire de l'ACA. Et quand on regarde au niveau du langage courant ou même l'étymologie, donc on voit que souvent, quand on parle d'autonomie, on pense à l'autodétermination, le fait de déterminer soi-même sa loi. Mais ce qu'on voulait vous faire retenir aussi, c'est que c'est pas l'autonomie, ce n'est pas un état stable, donc et ce n'est pas non plus absolu ni indépendant en fait d'influence extérieure. Donc voici la définition qu'on propose adaptée aux organismes et aux regroupements d'ACA, évidemment. Donc l'autonomie comme le pouvoir de déterminer à la fois ses fondements, ses pratiques, son financement, sa gestion, son action politique et ses alliances en fonction des besoins et des réalités de ses membres et de sa communauté.
Alors, dans les cahiers, dans les publications qu'on va diffuser, vous verrez un peu le détail de pourquoi on a choisi euh, ces termes-là. Donc, ça se base, comme je disais, à la fois sur la revue de littérature, donc les différents textes qui portent sur l'autonomie, donc comment on définit l'autonomie dans ces différents textes-là dans les dernières décennies, mais aussi toutes les définitions qu'on a reçues des organismes eux-mêmes qui allaient quand même, il y avait des tendances très très fortes euh, vers cette description, donc cette définition qu'on propose. Donc le pouvoir de déterminer, donc c'est non seulement la capacité à faire des choix, mais aussi avoir l'autorité, le sentiment de pouvoir le faire. Et il y a aussi toute la notion de processus réflexif avant la prise de décision. Ensuite, on va revenir sur l'ensemble de ce qu'on appelle les dimensions de l'autonomie, donc les fondements, les pratiques, etc. Et le dernier point, donc c'est ce qui fait le cœur, la dernière partie de la définition, c'est ce qui fait le cœur de l'action communautaire autonome finalement, donc de se baser sur les besoins, les réalités de ses membres et de sa communauté au sens plus large, donc qu'elle soit selon un besoin particulier, selon un territoire, etc. Donc finalement, c'est un pouvoir démocratique qui est partagé qui se base sur les membres, qui est collectif aussi, qui est partagé entre les différentes instances de l'organisme et qui est multidimensionnel. Donc là, on va passer au travers des différentes dimensions de l'autonomie. Avant ça, donc une des définitions, des nombreuses définitions qu'on a reçues. Donc, par exemple, pour cet organisme en Estrie, être autonome, c'est être en mesure de déterminer nos approches d'intervention et nos pratiques, mais aussi nos actions politiques en partant de nous, de nos membres et pour nous. Donc voici la modélisation qu'on propose, donc qui représente les 6 dimensions de l'autonomie et donc la définition au centre. Donc je vais vous détailler un petit peu chacune de ces dimensions. Donc la première qu'on peut nommer, c'est l'autonomie de fondement. Donc ça représente le pouvoir de déterminer qui on est. Et c'est non seulement la mission, mais pas que. Parce que jusqu'à présent, quand on parlait d'autonomie, on parlait beaucoup d'autonomie de mission, mais ça représente aussi la vie associative, donc les pratiques qu'on met en place pour assurer la participation citoyenne au sein de l'organisme, la création de liens, ça va être à quelle fréquence et de quelle nature on fait participer les membres dans les décisions, par exemple, dans la vie de l'organisme. Le fonctionnement démocratique aussi, notamment la composition du CA, donc les règles qu'on va mettre en place pour définir mais qui compose notre CA. C'est le pouvoir de déterminer aussi qui sont les populations qu'on veut rejoindre, qui sont nos membres, donc les différentes catégories de membres ARIA, etc. Et aussi leurs besoins, pouvoir déterminer les besoins par, pour et avec. Et pour finir, donc tout ce qui concerne les territoires d'intervention. Donc est-ce qu'on intervient dans un quartier en particulier? Est-ce qu'on intervient dans l'ensemble de la MRC? Donc, et le rayonnement, donc, qu'il soit local, régional, national, etc. Donc, toutes ces choses-là qui appartiennent à l'organisme et qui fondent finalement, qui constituent l'essence de l'organisation. Ensuite, on a ce qu'on a appelé l'autonomie de pratique, donc qui concerne le pouvoir, ce qui concerne en fait les activités, mais aussi les priorités, les approches, etc. Donc, c'est le pouvoir de déterminer ce qu'on fait et comment on le fait. Donc, à la fois les orientations stratégiques, souvent on va établir des priorités annuelles. Ensuite, tout ce qui concerne les activités, donc dont la terminologie peut vraiment varier d'un organisme à un autre. Donc, on peut parler d'activités, d'actions, de services, de projets, les moyens d'intervention, en fait, nos stratégies d'intervention, mais aussi, très important, donc toute la question des valeurs qui sous-tendent notre intervention, des approches qu'on veut mettre en place. Donc, est-ce qu'on est donc, typiquement une approche d'éducation populaire, est-ce qu'on est dans la réduction des méfaits, etc. Donc, pouvoir choisir nos approches d'intervention et aussi avoir des pratiques qui visent la transformation sociale, donc qui vont se concrétiser dans des activités, bon, par exemple, un atelier pour comprendre le fonctionnement de l'assurance chômage, un atelier de prévention sur les agressions sexuelles, toutes sortes d'actions qui sortent, entre guillemets, de la logique de service et qui visent à réduire les inégalités.
Donc ça, c'est la catégorie qu'on a appelée l'autonomie de pratique, qui est très importante. Donc par exemple, l'autonomie, ça veut dire aussi faire respecter des interventions autres que l'offre de service. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Ensuite, vient l'autonomie de financement. Alors, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la modélisation que j'ai présentée, plutôt les 6 dimensions de l'autonomie, c'est que elles sont toutes quand même reliées. Il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes dimensions. Et on le voit qu'il y en a certaines qui sont très proches. Donc, par exemple, l'autonomie de financement et l'autonomie de gestion sont très proches, mais c'était un choix donc de mettre en évidence, pardon, l'autonomie de financement parce qu'elle a été beaucoup nommée, même si elle fait partie aussi de l'autonomie de gestion. Donc là, quand on parle d'autonomie de financement, on fait référence au pouvoir de déterminer les types de ressources euh, auxquelles on va avoir recours, comment on les utilise. Donc, pas seulement la quantité d'argent dont on dispose. Donc, ça va être vers quelle source et quelle est la nature du financement qu'on veut avoir. Donc, est-ce qu'on va vers des sources, vers la philanthropie? Est-ce qu'on va vers le gouvernement du Québec? Est-ce qu'on veut plutôt être dans l'autofinancement, avoir des activités qui nous permettent de générer nos propres revenus? Donc, tous ces choix-là par rapport à la nature du financement. Et les modes de financement, alors évidemment, le bémol ici, c'est que souvent les modes de financement sont plutôt l'initiative des bailleurs de fonds, mais là encore, les organismes peuvent décider donc auquel ils vont présenter une demande. Donc, on a typiquement le mode de financement en mission, le mode par projet, les ententes de services, les activités spécifiques. Donc là aussi, l'idée, c'était de voir quels sont les choix des organismes par rapport à tout ce qui concerne le financement. Évidemment, la question de l'ampleur du financement, donc ça aussi, c'est à nuancer, donc dans quelle mesure on peut choisir la quantité de notre financement. Et pour finir, l'autonomie de financement, c'est aussi pouvoir déterminer comment on utilise les fonds. Donc la répartition au niveau des différentes lignes budgétaires, quels sont les taux de remboursement, de compensation par rapport aux déplacements, donc tout ce genre d'éléments-là. Donc concrètement, ça peut vouloir dire par exemple un organisme qui va décider de ne jamais de ne jamais répondre à des appels à projets ou un collectif citoyen qui décide de ne pas avoir de financement gouvernemental, etc. Donc c'est vraiment toute la question de quelles ressources on choisit d'avoir en fonction des différentes contreparties qu'elles impliquent. Ensuite, l'autonomie de gestion, donc c'est le pouvoir de déterminer comment on s'organise. Là, c'est un peu plus au niveau opérationnel, donc comment on fonctionne comme organisation. On met en place différentes règles qui sont parfois écrites, mais pas toujours, et qui vont se traduire souvent dans des politiques, dans des documents. Une politique de télétravail, une politique anti-oppression. Donc, tout ce genre de règles de fonctionnement. C'est aussi le pouvoir de déterminer les conditions de travail, l'échelle salariale, donc tout ce qui concerne les ressources humaines, comment on va évaluer le personnel, recruter le personnel, etc. L'acquisition de ressources matérielles, donc de quels biens tangibles on a besoin pour mettre en œuvre notre mission. Et c'est aussi toute la question de la documentation, du recueil des informations interne, mais aussi par rapport à nos participants, participantes. Donc ça, c'est un des enjeux qui était nommé. Donc de pouvoir décider, mais quelles informations on rend publiques ou pas, et sous quelle forme. Et pour finir, donc tout ce qui concerne les modes d'organisation et de gestion. Donc est-ce qu'on est dans une gestion participative? Est-ce qu'on a une gestion plus hiérarchique, donc ou de la cogestion, etc. Donc définir la façon dont on va fonctionner comme organisation. L'avant-dernière dimension, c'est l'autonomie politique qui peut être interprétée de diverses façons, mais donc l'idée, c'est de voir comment comment on prend position publiquement. Donc, on pourrait aussi parler d'une autonomie de parole, une autonomie de pensée, mais c'est de voir comment les organismes, donc, ils déterminent
leur participation au débat public, qu'ils ont le pouvoir aussi d'organiser, de participer à des actions politiques à condition qu'elles soient non partisanes. C'est toute la question de la défense des droits des populations et qui ne se restreint pas au secteur dit de la défense collective des droits. C'est pouvoir aussi déterminer la nature de nos prises de position. Donc, est-ce qu'on est dans de la dénonciation? Est-ce qu'on est dans de la revendication, dans donc différentes types de prises de position et aussi différentes thématiques. Donc, est-ce qu'on intervient? Souvent, ça va être en lien avec sa mission, mais ça peut être aussi plus large. Ça peut être par rapport à des alliés, par rapport au mouvement de l'action communautaire autonome, par rapport à des enjeux sociétaux plus larges. Donc, par exemple, est-ce qu'on intervient sur la question du logement, sur le racisme systémique? Est-ce que donc les féminicides, etc. Donc les prises de position, les thèmes des prises de position. Et finalement, donc l'autonomie politique, c'est aussi pouvoir choisir nos stratégies, nos moyens d'expression et d'action. Donc est-ce qu'on va organiser une pétition? Est-ce qu'on va organiser une manifestation? Est-ce qu'on va faire un boycott X ou Y? Donc vraiment l'éventail des moyens d'expression qui existent. Ça peut être aussi la rédaction de mémoire, etc. Donc l'autonomie politique, ça renvoie à tout ça et c'est très lié à la question de la transformation sociale. Donc je vous partage cette citation de cet organisme qui nous dit inévitablement, on pose des actions qui sont politiques. Même si on est un organisme communautaire famille, nécessairement, on fait de la défense des droits. Ce n'est pas notre mission ultime, mais quand on travaille avec des populations pauvres, immigrantes ou peu importe, ça nous demande de se positionner et de faire des choix. Donc évidemment, l'autonomie politique, elle va s'illustrer d'une façon très différente d'un organisme à un autre, mais donc ça reste une des dimensions de l'autonomie. La dernière, mais non la moindre, donc l'autonomie d'alliance, c'est de pouvoir déterminer avec qui on s'associe. Donc la nature des collaborations et aussi les collaborateurs et collaboratrices en tant que tels. Donc ça peut être des collaborations formelles avec des ententes, ça peut être très informel, ça peut être par secteur, par région, avec différents milieux. Donc on peut collaborer avec le milieu de la recherche, on peut faire partie d'un regroupement sectoriel, etc. C'est aussi le pouvoir de créer, donc non seulement de participer à des instances collectives, mais aussi créer ces instances-là, donc décider de créer une table une table de concertation sur la violence conjugale, par exemple, et créer ou participer des actions collectives. Donc là, c'est aussi très lié à la dimension politique. Donc on pense par exemple à des campagnes comme Engagez-vous pour le communautaire, Black Lives Matter, etc. Donc c'est l'autonomie d'alliance, ça renferme tout ça. Et si on prend des exemples concrets, bon, par exemple, l'Observatoire de l'ACA, c'est un projet de recherche partenariale. Donc, le RQAK et la TNCDC ont décidé de s'allier pour créer ce projet. Mais ça peut être des choses très pragmatiques aussi, du prêt local, des activités qui sont organisées par deux organisations, deux organismes dans un même quartier ou un même territoire, etc. Voilà, alors donc ça, c'était les 6 dimensions de l'autonomie. Par manque de temps, on ne va pas aborder dans le détail la partie des facteurs d'influence, mais donc on voulait vous nommer que l'Observatoire de l'ACA a identifié différents facteurs d'influence, en fait 5 thématiques qui se déclinent en différents facteurs d'influence de l'autonomie. Je vais juste vous montrer ici le tableau récapitulatif. Donc, on a à la fois des obstacles donc dans la première colonne et des facteurs protecteurs. Donc, on parle les thématiques sont le financement, les principes de l'action communautaire autonome, les politiques publiques, les bailleurs de fonds et les réflexions et solidarités collectives. Donc, je vais vraiment vous inviter à aller lire les cahiers qui seront disponibles bientôt pour aller regarder dans le détail parce que ce serait vraiment trop long de vous présenter chaque facteur individuellement. Mais donc, je reviens à ma citation, on parle
de facteurs d'influence parce que, donc je cite par exemple l'équipe qui avait évalué la politique de reconnaissance de 2001, donc disait l'autonomie, tout en représentant un idéal, peut être vue comme un continuum sur lequel les groupes de base peuvent avancer ou reculer suivant les moments et selon toute une gamme de circonstances et de conditions facilitantes ou contraignantes. Donc, c'est justement ces conditions facilitantes ou contraignantes qui nous intéressaient d'identifier et de voir justement, c'est très important de comprendre comment l'autonomie se caractérise par un continuum, c'est-à-dire que on parle d'influence parce que justement, c'est parfois direct, parfois indirect, parfois très insidieux, inconscient. Donc c'est toutes ces nuances-là qu'on a pu voir dans le projet. Donc là, on va vous donner un petit aperçu. Alors, donc pour la question de la thématique du financement, je vous nomme simplement les facteurs qui ont été identifiés, puis après, je vais vous présenter en fait des citations qui illustrent chacune des thématiques pour vous donner peut-être l'envie d'aller en lire plus. Donc, en matière de financement, on parle évidemment, alors c'est sûr que le financement, c'était une des thématiques qui ressortait le plus de façon indéniable comme une thématique d'influence. Donc, on parle notamment des modes de financement et plus précisément, donc, les modes de financement ponctuels par projet, par entente de service qui ont une influence négative sur différentes dimensions de l'autonomie, le manque de ressources financières des organismes, la complexification de la reddition de comptes, toute la question de la dépendance financière et du rapport de pouvoir, et finalement, comme facteur d'influence positive ou protecteur, un financement qui serait stable, suffisant et récurrent. Donc, une citation pour illustrer un de ces facteurs-là, donc c'est cet organisme qui nous dit « On a appliqué pour des subventions par projet. On s'est dit qu'on pourrait tweaker un peu notre mission pour que ça rentre dans ce projet-là. Mais en fait, ça faisait en sorte qu'on enclenchait des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières sur des trucs qui n'étaient pas fondamentaux et qui nous éloignaient de notre mission. Moi, j'ai senti personnellement que ça dénaturait un peu notre action. » Donc là, cette citation, elle illustre beaucoup de choses, mais très brièvement, donc on parle des subventions par projet, donc on l'a vu comment beaucoup les modes de financement ponctuels avaient une influence en matière d'orientation et de fondement. Donc là, la personne parle d'éloignement de la mission, de dénaturer son action, mais aussi toute la question de la gestion des ressources qu'on met finalement dans ces projets-là. Autre citation de cet organisme en Montérégie qui nous dit « Du jour au lendemain, un individu change de poste, arrive à la ville et là, la pagaille pogne. Là vient sur la table, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas cet argent-là. » On parle d'une somme de 80 000 $, qui n'est quand même pas négligeable. Et là, l'autonomie, jusqu'où on va? Jusqu'où on dit oui? Jusqu'où on est capable de dire non? Donc, je trouvais cette citation intéressante pour vous montrer, en fait, alors certes, là, la demande est quand même assez explicite, donc l'atteinte à l'autonomie est un peu plus explicite, mais c'est pas toujours le cas. Mais on voit un peu, en fait, la crainte et surtout le questionnement. Donc, quelle est notre marge de manœuvre face à notre dépendance financière, donc d'une somme quand même importante. Et puis, ce que je voulais vous nommer aussi, c'était la question le facteur personnel, humain, donc, est lié à la compréhension ou la mécompréhension des principes de l'action communautaire autonome en général. Donc, dans l'exemple, donc c'est une nouvelle personne qui arrive en poste. Et puis, le dernier point que je voulais vous pointer, c'était, donc là, on est dans un contexte où on parle d'une municipalité et les municipalités comme acteurs d'influence ont été quand même beaucoup nommés dans le projet. Donc ça, c'est toute la question du financement. Alors ensuite, il y avait aussi comme thématique, ce qu'on a identifié, c'est les principes de l'action communautaire autonome. Donc les règles d'action, les approches, l'empowerment, la participation, etc., que le mouvement de l'action communautaire autonome s'est donné. Et là, on parle à la fois de facteurs d'influence négatifs comme la mécompréhension justement de ces principes-là, voire le non-respect de ces principes. Et ça, cette mécompréhension, elle peut venir à la fois de l'externe, mais aussi de l'intérieur du mouvement. D'une façon plus positive, justement, le fait de connaître, de reconnaître, de valoriser ces principes qui seraient positifs, donc qui seraient un facteur positif pour l'autonomie. Et finalement, toute la question de la vie associative et démocratique, et donc à quel point son dynamisme pouvait permettre de protéger l'autonomie.
Donc encore une citation, parfois on reçoit des commentaires par rapport à comment on est supposé consulter nos membres. Les députés ne comprennent pas comment nos espaces de concertation fonctionnent. Ce n'est pas juste moi comme regroupement qui a décidé ça de n'importe où. On représente nos groupes. Cette incompréhension-là, j'ai l'impression qu'elle crée beaucoup du manque d'autonomie et du respect du travail des regroupements. Donc là, on parle plus spécifiquement de la mécompréhension du travail ou du rôle des regroupements, mais ça pouvait toucher aussi d'autres thématiques. Et là, on parle d'un acteur qui sont les députés, mais ça peut toucher aussi plusieurs acteurs et actrices qui influencent l'autonomie. Autre exemple en termes de facteurs d'influence positifs, donc cet organisme en Gaspésie qui nous dit: «Je crois profondément qu'on est les premiers acteurs de notre autonomie parce qu'on a le choix de dire non. Ça demande une très grande intégrité et c'est plus facile quand on a un CA fort, quand on a une vie démocratique vraiment active». Donc là, c'était pour souligner l'aspect de la vie démocratique et aussi du soutien, du rôle des conseils d'administration qui peuvent jouer donc un rôle à la fois négatif et positif, mais là, en l'occurrence, donc dans le soutien à la coordination qui souvent est aux premières loges des atteintes à l'autonomie et finalement le pouvoir qu'on peut avoir, même si le choix de dire non, ça, ce serait quand même à nuancer. Ça a été des discussions qu'on a beaucoup entendues dans le projet. Alors ensuite, en termes de la troisième thématique d'influence qu'on a identifiée, ce sont les politiques publiques, donc tous les outils administratifs, juridiques, etc., qui émanent de l'État, du gouvernement québécois, et qui ont une influence sur les groupes, qu'ils soient financés ou non. Donc on parle notamment des politiques d'austérité, qui ont une influence entre guillemets indirecte sur l'autonomie, de toutes les lois, notamment en matière de santé et services sociaux, des programmes, des mesures gouvernementales. Donc, on a entendu des exemples comme les éclaireurs, les sentinelles, etc. Donc, je rentrerai pas dans le détail, mais donc on parle de toutes ces programmes, ces mesures qui peuvent influencer l'autonomie de façon généralement négative. Et à l'inverse, comme facteur d'influence positif, le fait d'avoir et d'appliquer des politiques gouvernementales qui reconnaissent explicitement l'autonomie. Donc, citation encore, ce qui faciliterait l'autonomie, c'est que tous les ministères respectent et appliquent la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome parce que c'est à géométrie variable. Le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille, le ministère des Services sociaux, ils doivent tous la respecter, mais c'est tous différent. Ce n'est pas là pour rien et je pense qu'il faut le mettre de l'avant. Donc là, c'était vraiment lié à la question de l'application de politiques, mais aussi plus généralement une application harmonisée et aussi plus généralement donc d'avoir ce genre de politique donc au niveau municipal, etc. Donc comme ça existe pour certaines municipalités, mais qu'elles soient effectivement euh, appliquées d'un point de vue concret. Alors ensuite, la thématique qu'on a appelée bailleur de fonds, qui évidemment est liée à la question du financement, mais là, l'idée, c'était vraiment de s'intéresser à la posture des bailleurs de fonds. Donc, on s'intéresse plus particulièrement au gouvernement du Québec et à la philanthropie d'investissement. Donc, on revient dans le cahier sur cette terminologie, mais donc simplement préciser que ce sont deux acteurs très influents en matière d'autonomie au niveau des organismes et regroupements au Québec, mais évidemment, il y a plusieurs autres bailleurs de fonds. Donc, dans cette thématique-là, on s'intéresse en particulier on a identifié les facteurs d'influence reliés aux approches, aux orientations et aux critères des bailleurs de fonds, comment ça peut influencer de façon négative l'autonomie de pratique, de fondement, de gestion notamment. Et on a identifié un facteur qui pourrait faciliter l'autonomie, qui serait une posture de reconnaissance, de confiance et de respect, à condition évidemment qu'elle se concrétise par des actions, notamment en matière de financement, entre autres. Donc, la citation que je voulais vous partager ici, c'est pour être autonome, il faut que l'autre reconnaisse ton autonomie aussi. Il y a une partie de notre autonomie qui dépend de ceux qui nous tiennent, c'est-à-dire les bailleurs de fonds et ceux qui reconnaissent ou pas cette autonomie. Il faut continuer à la revendiquer, mais il faut aussi avoir des interlocuteurs qui comprennent l'importance de nous l'accorder et de ne pas la restreindre. Donc vraiment dans le rôle que peuvent jouer
les bailleurs de fonds, mais aussi c'est lié un petit peu à la thématique des principes de l'action communautaire autonome, donc comment une meilleure compréhension des principes de l'ACA, du principe d'autonomie en tant que tel, serait favorable pour des meilleures relations entre les organismes et les bailleurs de fonds et pour un meilleur respect de l'autonomie. Alors, je pense la dernière thématique d'influence qu'on a identifiée, c'est tout ce qui concerne les réflexions, les solidarités collectives au sein du mouvement de l'ACA. Donc, on pense notamment au rôle positif des regroupements en matière d'analyse des enjeux, de mobilisation, de défense, de représentation en matière d'autonomie. On pense à la nécessité d'espaces et d'outils de réflexion critique et collective. Donc, comme je le disais, par exemple, on avait identifié un manque de compréhension des principes de l'ACA qui pouvait nuire à l'autonomie, donc à l'inverse, de pouvoir créer ces espaces de réappropriation finalement des principes de l'ACA et de réflexion critique. Et aussi toute la question des solidarités collectives qui est un petit peu illustrée dans la citation suivante. Si collectivement on s'opposait, je pense que notre autonomie serait mieux préservée et protégée. Parfois même accepter de dire on va le perdre notre financement et ils vont se rendre compte à quel point c'est de la boîte leur décision et assumer ces positions-là sur le long terme. Donc là, c'était une illustration de la notion de refus, donc de refuser des conditions qui ne nous conviendraient pas en matière, qui pourraient nuire à notre autonomie, mais aussi que ce refus soit collectif, donc d'avoir le soutien d'autres organismes et d'autres regroupements pour prendre ce type de décisions qui sont souvent très difficiles à prendre, notamment à cause de la dépendance financière qu'on a nommée plus tôt. Alors pour finir, je voulais vous partager seulement un aperçu en fait des acteurs et actrices qui peuvent influencer l'autonomie. Alors les acteurs et actrices qui portent l'autonomie, donc au niveau des organismes, les différentes instances, avec, comme on l'a vu, les membres au centre, mais aussi direction, coordination, équipe, bénévole, CA. Et puis tout autour, donc on a vu qu'il y a les bailleurs de fonds, il y a les regroupements, les instances de concertation, mais il y a aussi plusieurs institutions publiques et privées. Donc on en a nommé quelques-unes comme les municipalités, mais on aurait pu aussi parler des élus, du milieu de la recherche qui pourraient constituer un allié, etc. Donc juste pour vous donner un aperçu de l'éventail non seulement des facteurs d'influence, mais aussi des acteurs d'influence. Donc, ça conclut la présentation. Donc, comme on a vu, on identifie avec ce projet que l'autonomie, c'est finalement un pouvoir démocratique qui place les membres au centre de la décision. C'est multidimensionnel avec les 6 dimensions qu'on vous propose aujourd'hui. Mais c'est aussi un pouvoir qui s'exerce dans un contexte d'influence multiple, multifactoriel, à la fois interne et externe au mouvement, direct et indirect. Encore une fois, c'est vraiment important à retenir et que l'autonomie, c'est pas tant un idéal que un projet assez exigeant finalement, comme on le voit avec toutes ces influences-là, mais encore une fois nécessaire par rapport à sa finalité qui est les populations par, pour et avec qui les organismes travaillent. Donc l'idée de cette modélisation et d'identifier les facteurs d'influence, c'est justement pour le mouvement avoir cette compréhension commune de l'autonomie et pouvoir identifier aussi en tant qu'organisme les influences qu'on peut vivre, qu'elles soient négatives ou positives d'ailleurs. Et puis, c'est aussi une invitation pour les acteurs qu'on appelle les acteurs qui influencent l'autonomie finalement, de voir le rôle qu'ils jouent et qu'ils pourraient jouer pour un meilleur respect de l'autonomie. Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre participation et je vous invite à vous abonner à notre infolette en allant sur notre site web observatoireaca.org pour être au courant de toutes nos prochaines publications et événements. Merci encore, à bientôt.